Bon, merci d'être là, un événement de l'Alliance française en partenariat avec le festival SOBD. Juste voilà, un petit mot sur l'Alliance française de Paris, l'Alliance en général. Donc, on est un réseau de plus de 800 alliances dans le monde, dans plus de 130 pays, voilà, pour la valorisation pardon, de la langue francophone en général. Donc, c'est pour ça que ce partenariat aussi faisait sens. On a la chance d'avoir donc les deux auteurs du livre ce soir qui s'appelle Samedi en personne de Christian Robert de Massy et Éric Pessan. Christian nous vient tout droit de Montréal de ce matin et Éric de Nantes, plus proche, mais voilà. Et c'est surtout la première fois qu'ils se rencontrent, donc on est assez fiers en fait de les faire se rencontrer ici pour la première fois à l'Alliance. Donc la soirée va se dérouler avec une petite discussion entre eux de 3/4 d'heure, 1 heure, et après vous aurez le droit à poser vos questions, qui sera suivie par une séance de dédicace du livre juste à la sortie de l'auditorium. Frédéric des éditions Pataillot nous a amené un petit stock. Donc voilà. Je vous remercie, puis je vous laisse discuter entre vous. On est là. À plus tard, merci. 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 Je sais pas, j'ouvre le bal. Oui. Ouais, je vais ouvrir le bal parce que dans le projet de ce livre-là, c'est un livre un peu particulier, en tout cas si on considère une BD habituelle, puisque moi j'ai découvert les dessins quasiment achevés, puisque tu as d'abord dessiné et ensuite les hasards de la vie ont fait que toi à Montréal et moi à Nantes, on s'est virtuellement rencontrés et j'ai rajouté des mots à tes dessins. Moi, j'ai envie de partir sur le début. Donc, ça nous replonge il y a 20 ans, c'est ça? Quand tu as commencé à dessiner Samedi? Non, pas tout à fait 20 ans, 15 ans, 15-16 ans, je Quand dirais, même, ouais. avant la naissance de mon fils. Donc, j'arrive à le situer à peu près. Mais ça a commencé avec un petit dessin dans un coin de cahier que j'ai laissé là pendant des mois. Je suis retombé dessus, j'ai redessiné d'autres petits croquis, puis tranquillement, ça a pris la forme d'une bande dessinée. Mais Alors, il faut qu'on parle 1 heure, donc tu vas pas t'en tirer aussi facilement. Quand on fait des livres avec des gens, des fois, on parle vraiment de plein de détails, mais pas forcément de la manière dont c'est fait. Il y a plein de questions évidemment que j'avais envie de te poser et que non, je vais en profiter maintenant que tu es là. Quand tu dis, et puis voilà, ça a pris la forme d'une bande dessinée, ce format que je déplie un peu là, de façon assez laborieuse, qui est très horizontal, tout ça. ouais. À quel moment, par exemple, toi, tu as verrouillé ce format-là? Ça a été long quand même parce qu'au départ, c'était comme un peu la bande dessinée se déroulait dans une sorte de gaufrier, là, c'est-à-dire un format plus standard de bande dessinée franco-belge, on pourrait dire. Mais finalement, la forme s'est imposée comme ça parce que, en réalité, cette histoire-là, c'est comme une course-poursuite en fait. C'est la façon dont je l'ai envisagé, c'était vraiment un livre d'aventure d'une certaine façon. Toi, tu y as mis autre chose, mais au départ, c'était ça. Mais c'est de l'aventure. Hein. C'est de l'aventure psychanalytique. Même dans ce que j'ai mis. Tu avais... j'essaye de rester sur ce moment là où tu t'es dit, tiens, je vais... voilà, ces dessins que je vais les organiser. J'ai commencé des choses en case un peu classiques. Je vais prendre ce format horizontal qui correspond à quelque chose de très précis hein, dans l'album, puisque c'est un moment où ton personnage se met à descendre dans un tunnel et n'en finit plus de descendre. Il y a une longue descente voilà, dans un tunnel. Tu avais, quand tu es en train de dessiner ça, tu as une image claire de où tu vas, de comment tu... ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu es un architecte ou un jardinier? L'architecte, c'est celui qui prévoit tout à l'avance et ensuite il construit. Le jardinier, il plante une graine et il se demande comment ça va pousser. C'est comme un peu les deux, parce que j'avais le début de l'histoire, puis j'avais la fin, mais j'avais pas tout ce qui meublait un peu entre les deux. Et donc, puis donc c'est ça, c'est à force de dessiner un personnage qui se promenait dans des corridors horizontaux, qui descendait à la verticale, ben finalement, cette forme-là, elle s'est comme imposée d'elle-même, en fait. Ça répond vraiment à la... C'est comme si la forme répondait au fond, en fait. Oui, complètement. Ouais. Mm. Et l'arrivée de la couleur, moi j'ai vu pour la première fois l'état de tes dessins, c'était du noir et blanc, il y avait encore quelques pages qui n'étaient pas finies, il y avait du crayonné, mais la couleur n'était pas encore là.
Ça s'est fait vraiment à la toute fin. Ce qui m'a occupé le plus, c'était vraiment le dessin, c'est-à-dire le trait. C'est vraiment ça qui m'a occupé pendant le plus longtemps. Le découpage, comment je racontais l'histoire, qu'est-ce que je mettais, qu'est-ce que je mettais pas. Et c'était vraiment le trait qui m'a occupé. Et ensuite, il y a eu des aplats. Ensuite, j'ai joué avec toutes sortes de... C'est pour ça que le livre a pris 30 ans, parce que j'ai jonglé avec toutes sortes d'idées, de finis, de types de dessins. Je sais pas, les 20 premières pages, j'ai dû les dessiner 15 fois peut-être, avant que je trouve comment dessiner ce livre-là. C'est assez bizarre, mais très, très, très inefficace. Si y a des gens ici qui veulent faire de la bande dessinée, faites pas comme ça. Et donc, la couleur, l'idée de faire apparaître la couleur tranquillement au fur et à mesure que le livre progresse, c'est assez récent en fait. C'est arrivé à partir du moment où Frédéric, l'éditeur, est comme rentré dans l'histoire, là, puis c'est un peu emparé du truc. C'est là où ça s'est imposé, quoi. Ouais, c'est lui qui t'a dit qu'il l'imprimerait en quadrille, donc tu pouvais y aller. Ouais. Ou c'est moi qui lui ai dit que j'aimerais bien qu'il y ait de la couleur et que ce soit pas juste en noir et blanc. Non, pour moi, il fallait de la couleur dans ce livre-là, absolument. Parce que déjà, c'est gris, déjà, il y a un petit côté glauque quand même, spécialement dans le début. Et donc, d'amener de la couleur, c'était assez important pour moi, là. Ouais. Bon, tu es en train d'expliquer ce qu'il ne faut pas faire quand on va faire une bande dessinée. Ça, je pourrais faire une longue liste, on pourrait en parler longuement ce soir. Tout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai envie je continue à te poser des questions et après on parlera peut-être du texte, on verra. Mais j'ai envie de continuer, toi, sur ton parcours. Si tu as commencé à dessiner ça, c'est parce que le dessin, c'est quand même ton métier. Et voilà, est-ce que tu peux nous raconter ce que j'ignorais alors complètement, moi, quand j'ai vu tes images, je me suis dit, dessinateur, il vit à Montréal, il est en train de faire ça. La demande, ça a été, est-ce que toi, tu te sens d'écrire quelque chose dessus? D'ailleurs, la forme n'était pas du tout établie. Je ne savais pas ce que tu faisais, je ne savais pas qui tu étais, je savais que c'était d'une certaine façon ton premier livre, mais, oui. Mais est-ce que tu peux nous dire, est-ce que toi, quelle est ta pratique du dessin? Oui, moi j'ai une pratique entièrement comme commerciale, si on peut dire. C'est-à-dire que je me consacre à un métier très très spécialisé qu'on appelle le concept art en anglais. On dit illustration conceptuelle des fois en français, mais ça n'a pas tellement de sens, là. C'est vraiment le terme concept art qui est utilisé. Et donc c'est une illustration très très extrêmement réaliste, extrêmement détaillée, qu'on retrouve surtout en cinéma et en jeux vidéo. Et donc, c'est la description des décors, des accessoires, des costumes, des ambiances, à travers des dessins très, très réalistes, presque photoréalistes, pour essayer de montrer ce qui va vraiment être vu à l'écran ou dans le jeu. Donc, c'est un peu du design à travers l'illustration. En gros, quand les acteurs sont devant des écrans verts... Non, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, ça, c'est plus le matte painting. C'est vraiment un outil de prévisualisation, de pré-production. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, j'ai travaillé sur des films. C'est presque uniquement sur des grosses productions américaines, en fait, que ce métier-là existe. Et donc, si on imagine un film comme X-Men ou des trucs du genre, dans le scénario va être écrit, je ne sais pas moi, John monte dans le vaisseau. Mais le vaisseau en question, il faut le définir. Il est comment? Est-ce qu'il est en acier inoxydable? Est-ce qu'il est en marbre? Est-ce qu'il est anguleux ou rond ou je ne sais pas quoi? Donc, on crée des dessins qui sont très, très précis, en fait, et qui tentent vraiment de montrer exactement ce qu'on va voir, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le film, quoi. Et dans ce travail-là, c'est un dessin, tu passes par un dessin manuel ou c'est que du dessin informatique? Des fois, il y a des petites bases d'objets qui sont modélisés en 3D. Mais sinon, c'est tout peint à l'ordinateur. Mais c'est comme peindre sur papier, mais avec un autre pinceau, là, je dirais, un autre crayon, là. Ça aussi, ça a tout été fait sur ordi, mais, oui, mais ça reste du dessin. Il y a un dessin. À la base, il y a un dessin. Le dessin est scanné. Ensuite, c'est travaillé sur ordi. Ouais. Non, mais c'est pas du tout scanné. Ah oui, c'est du dessin sur tablette directement que tu directement sur écran, là, avec une tablette digitale. Et donc, oui, c'est un dessin qui n'a rien à voir, en fait, la pratique qui m'occupe le plus et que j'enseigne aussi, c'est-à-dire le concept art. C'est très, très loin de ça. C'est un univers complètement différent. Et au niveau de la facture. J'en viens à ma question. Je vais raconter une histoire un peu personnelle. J'ai oublié le nom de ce garçon, mais un jour, je me suis retrouvé à un colloque comme ça. Ça se passait à Chypre et on rencontrait des gens qui avaient envie d'écrire. Et moi, j'intervenais en tant
qu'auteur de théâtre, parce que j'avais une pièce de théâtre qui venait d'être montée au théâtre national chypriote, complètement par hasard. Enfin, je fais que des trucs par hasard. Et puis il y avait quelqu'un avec moi qui était le scénariste du film Marie à tout prix. Et en fait, il me regardait. Après, on a pris nos petits déjeuners ensemble. Il me disait, ah là là, quelle chance vous avez d'écrire du théâtre. Moi, là, j'ai que des commandes maintenant. Et j'ai tellement de commandes, j'ai tellement de choses que le théâtre, c'était mon premier amour. J'ai plus le temps d'en écrire, j'y arrive pas. J'ai trop de commandes de scénarios de films, etc. Et puis, il faisait des choses. C'était bien Marie à tout prix, mais après, il faisait des choses un peu, voilà, des films très très commerciaux. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Hyper Noël ou Méga Noël. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a 2-3 suites, voilà. Bon, et la question perfide que je vais te poser avec ça, c'est est-ce que te lancer dans un projet comme ça, que j'ai l'impression que tu as fait en grignotant du temps sur le reste, Ouais, c'est aussi quelque chose où tu peux, où tu as là un véritable espace de liberté que tu n'as pas dans ta pratique avec les X-Men, par exemple. Ah, ben c'est absolument le cas, complètement. Non, non, il y a un côté aliénant, évidemment. Ben, quand tu es dessinateur, puis comme moi, j'avais comme cette velléité-là de faire... Au départ, j'imaginais pas du tout que je ferais ce métier-là. En fait, ça m'est tombé dessus, complètement par une série de hasards. Je savais même pas que cette pratique-là avait un nom. En fait, je l'ai appris plus tard. Et donc, oui, c'est sûr qu'au début, j'étais content. Je me disais, c'est merveilleux, ça me permet de gagner ma vie en dessinant, c'est formidable, inespéré, inattendu. Mais finalement, à force de voir les années passer, puis de voir mon temps complètement monopolisé par cette pratique-là, oui, il y a un côté aliénant, en fait, parce que, en plus, c'est que souvent, c'est des produits culturels, je sais pas comment les appeler exactement, mais c'est très rare que ce soit des films que j'ai envie de voir, en fait. Donc, à la longue, ça finit par... Comment dire, il y a quelque chose comment dire, ça heurte l'âme un peu, là, disons. Ça assèche l'âme. Martin Scorsese qui s'est fait virer de Twitter quasiment parce qu'il s'est fait massacrer par les internautes parce qu'il avait osé dire dans une interview comme ça que pour lui, tous les films Marvel, tout ça, c'était pas du cinéma, c'était de l'entertainment. Et c'était pas du cinéma. Voilà. Ouais, et donc il s'est pris tous les fans contre lui. Ouais, je l'avais entendu, ça. Ouais. Il y a un peu raison, c'est vraiment des produits. Puis pour avoir travaillé sur 3 de ces films-là, c'est vraiment, on refait le même film à chaque fois un peu. Et puis on peut pas changer grand-chose. Donc comment dire, la liberté de création, elle est tellement limitée. C'est vraiment, c'est comme une petite ligne minuscule. Ouais. Et par contre, tu as si je regarde un peu ce que tu postes sur Instagram, par exemple, tu as tout le temps une pratique de dessin, tu dessines. Ah, oui. Après, pas forcément avec l'idée d'en faire un album comme ça, mais tu as tout le temps une pratique de dessin très libre, de dessin que juste des images qui te traversent l'esprit, que tu as envie de faire. Oui. Ah, mais oui, ouais, complètement. Puis de la sérigraphie, des murales, enfin, il y a toutes sortes de choses aussi, là, au-delà de tout ça. Mais depuis je sais pas, ça doit faire comme 4-5 ans que j'en fais de moins en moins, en fait. De cinéma, j'ai vraiment un peu comme... Je prends doucement ma retraite. Ouais. C'est cool de pouvoir prendre sa retraite. Je reviens sur samedi. Personnage féminin, c'était une évidence dès le début. Ça serait... Alina, ce personnage s'appelle Alina. C'est toi qui l'as nommé Alina, d'ailleurs. Ouais. Ce personnage d'Alina, depuis le début, c'était une évidence que tu consacrerais un livre à un personnage féminin? Oui, depuis le début. C'est complètement clair depuis le début. Absolument. Ouais. Puis elle s'appelle comme ça depuis le début. Ça, c'est le truc vraiment qui n'a pas changé depuis... Et le titre, Samedi? Ben, au début, ça s'appelait... ça a eu plusieurs titres, en fait, mais c'était toujours... au départ, c'était le samedi de docteur, puis elle s'appelait Alina Palinsky, je ne sais pas pourquoi. J'avais un ami plus jeune qui s'appelait Antoine Palinsky, et donc je l'ai appelé Alina Palinsky. Et donc ça s'appelait le samedi de docteur Palinsky, puis ensuite c'est devenu le samedi d'Alina, puis ensuite c'est devenu samedi tout court. Voilà. C'était une des questions que m'avait posé l'éditeur Frédéric qui est dans la salle. Quand il m'a montré tes dessins, il m'a dit par contre le titre samedi. Si on verra si on le garde. Et moi je trouvais que c'était un joli titre parce que je voyais pas évidemment le lien avec les images. Mais samedi normalement on travaille pas. Donc on a le temps
On a le temps de descendre dans des couloirs pendant des pages et des pages et des pages. Non, mais en principe, elle ne devait pas travailler, elle ne devait pas descendre dans les couloirs ce jour-là. Ouais. Et en fait, j'aimais bien justement le fait qu'il n'y ait pas de justification a priori sur ce titre, tel que je voyais les images. Et ça me le rendait très attachant, ce titre, Samedi. Après, ça je complique juste quand on dit qu'on va présenter samedi un mardi. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais c'est samedi ou mardi? Oh là là. Non. Des gens qui ne sont pas là dans la salle, ils vont venir samedi d'ailleurs. Ouais, tous les événements liés au livre sont vraiment difficiles à annoncer parce qu'il y a toujours une méprise sur le moment. Et quand j'ai regardé ta biographie, j'ai vu que tu notais volontiers dans ta biographie que tu avais commencé par faire des études de biologie. Et en fait, là j'ai envie de t'en parler parce que quand on regarde cette bande dessinée, donc ce personnage qui va ouvrir un placard, ouvrir une trappe dans le placard, elle n'est pas du tout étonnée qu'il y ait une trappe dans son placard, elle le sait, va commencer à descendre, et puis va tranquillement descendre comme ça. Il va se passer plein de choses. C'est une véritable bande dessinée d'aventure, comme tu disais. Il y a des personnages qui arrivent, il y a des choses, il y a des heurts, il y a des surveillances, enfin bref. Et elle va arriver comme ça jusqu'au cœur du monde, pour faire un résumé très rapide de ce qu'on peut voir graphiquement. Il y a des moments, quand même, on est proche Alors, je ne sais plus comment s'appelait ce film de Richard Fleischer avec les gens qui sont miniaturisés dans un sous-marin et injectés à l'intérieur du corps d'un savant russe en pleine guerre froide. Enfin, ce savant russe qui veut passer à l'ouest, là, il a des secrets des missiles atomiques. Et ils vont lui sauver la vie. L'aventure fantastique, le voyage intérieur, je ne sais plus. Personne dans la salle. Je connais pas le titre. C'est avec Raquel Welch. Non, mais je me souviens de ce film. Et il y a quand même des passages dans Samedi où petit à petit on passe. Au début, ce sont des sortes d'égouts, de canalisation, et petit à petit on passe dans l'organique, dans cette bande dessinée, dans l'organique. Oui, dans l'organique, tout à fait. Ouais. Donc je voulais savoir si ces études de biologie avaient une influence dans ton dessin. J'aime bien poser des grandes questions. Tout est lié, forcément, non, mais ça c'est évident. J'ai commencé par dessiner, enfant, je dessinais des animaux, je dessinais des coupes d'étangs, on voyait les canards, les poissons. J'adorais faire des coupes, mais d'ailleurs il y a quelques coupes là-dedans, les dessins en coupe. Mais c'est sûr, c'est vraiment la combinaison de mes deux grands intérêts, je dirais, que sont l'écologie, la biologie et le dessin, en fait. Les deux se rencontrent là-dedans. On attaque les questions douloureuses. Allons-y. Alors, comment donc ce livre est édité par les éditions Pataillot, qui sont à Nantes. Comment le projet est arrivé à Pataillot? Alors là, je pose des questions, je connais les réponses. Mais c'est encore des hasards. Ouais. Je sais pas pourquoi. Au départ, ce projet-là, il était conçu comme une bande dessinée parfaitement muette, complètement muette. Et je sais pas pourquoi j'avais dans l'idée que ça pourrait intéresser peut-être des éditeurs japonais. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à avoir un projet que je pouvais présenter, en fait, un dossier comme présentable, où je pouvais donner une idée d'où ça s'en allait à un éditeur, je me souviens plus comment, mais j'étais tombé sur le nom d'un Français à Tokyo qui édite, je crois, des bandes dessinées françaises là-bas ou qui les distribue, je sais pas très bien. Et donc, je m'étais adressé à lui en lui demandant s'il pouvait peut-être me référer des maisons japonaises qui pourraient peut-être être intéressées par ce que je faisais. Et il m'a répondu en me disant non, oublie ça, il n'y a personne au Japon que ça va intéresser. En revanche, je connais quelqu'un à Nantes qui pourrait être intéressé par ton travail. Et puis donc voilà, le lien a été fait avec Frédéric de Pataillot, puis ça s'est passé comme ça. Et donc moi, quand Frédéric m'a fait lire, m'a envoyé tes images, il m'a dit écoute, j'ai reçu ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses? Donc déjà, le premier échange, ça a été un échange purement graphique. Je lui ai dit que ton dessin, ce que je voyais, ça me plaisait évidemment énormément. Sinon, on ne serait pas en train de parler là ce soir. T'aurais été mal pris. Et Frédéric m'a proposé, il m'a dit, mais est-ce que toi, tu as envie d'écrire quelque chose dessus? Alors, au début, ce n'était pas forcément une demande aussi précise que ce que c'est devenu. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui court le long des pages. Je me suis imposé comme contrainte, une seule contrainte d'écriture quand je me suis mis à écrire, c'est que la phrase
n'aille jamais plus loin que la double page ouverte. Je voulais pas qu'on ait une vitesse différente entre la lecture des images et la lecture du texte. Je déteste ça. Enfin voilà, donc je voulais pas qu'il y ait un mot coupé ou qu'une phrase coupée et qu'on tourne trop vite la page. Donc voilà. Donc j'avais droit à 1200 signes par page et 2400 signes sur une double page éventuellement. Voilà, ça c'était ma contrainte à moi, qu'on puisse considérer les deux en même temps. Et moi j'ai proposé d'écrire une histoire possible, narrative, à partir de tes images. Alors, bon, on en a un peu parlé, mais comment toi tu as reçu ça? Parce que toi, ça faisait 15 ans que tu dessinais. Moi, j'ai d'abord fait un pré-projet, une sorte de petit synopsis, ce que je ne fais pas d'habitude, parce que je ne sais jamais trop où je vais. Mais là, j'avais le support de tes images, donc je savais où j'irais, fatalement. Et comment tu as reçu ma proposition? On peut tout se dire maintenant, le livre existe, on peut se fâcher. Mais ça a été, c'est dur à dire en fait, parce que je suis passé à travers toutes sortes d'états et d'émotions, parce qu'évidemment ça, comment dire, ça a pris vraiment une sorte comment dire, pas de marcher sur mon ego, mais d'une certaine façon, oui, en fait, il fallait vraiment que j'abandonne l'idée que je m'étais faite du livre, d'une certaine façon, puis d'accueillir la proposition que Frédéric me faisait, en acceptant le fait que ça donnerait un livre, un projet totalement différent de ce que j'avais imaginé. Et surtout en envisageant l'idée que ce serait plus riche, en fait, avec l'apport de ton texte. Puis je pense que c'est le cas. Mais c'est sûr qu'au début, ça a été long. Là. Tu m'envoyais des textes, puis j'arrivais pas à les lire, en fait. Je recevais les trucs, c'était dans ma boîte courriel. J'étais là, OK, il faut que je le fasse, faut que je lise. Et en fait, au début, j'arrivais pas à savoir ce que j'en pensais. J'arrivais pas à avoir d'opinion. Je savais pas si ça marchait ou si ça marchait pas. Et ça a été long avant que vraiment je me dise, ah ouais, OK, ça fonctionne, ça. Et là, je l'ai relu cet après-midi, je me suis dit, oui, ça marche. C'est vraiment drôle. Moi, je l'ai relu il y a quelques semaines quand j'ai reçu le livre, en effet, avec cette espèce d'angoisse de me dire est-ce que ça fonctionne ou pas. Ouais. Oui, après, alors pour ma part, hein, faut quand même que je t'avoue ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé j'avais vu tes images, on avait un peu discuté, tu m'avais dit un peu toi pourquoi tu avais fait ça, et puis moi j'avais envie d'écrire une histoire qui respecte à la fois presque scrupuleusement le dessin, mais qui parle aussi d'autres choses. Voilà, j'avais envie d'avoir ma liberté là-dedans, et j'étais terrifié de t'envoyer un texte parce que je savais que tu le portais depuis tant d'années, et je savais que d'une certaine façon, même si on peut utiliser des mots qui sont plurisémiques, si on peut ouvrir un peu au maximum les mots referment beaucoup plus le sens qu'une image. Une image, il y a énormément plus, on peut avoir beaucoup plus d'interprétation sur une image muette que sur une phrase écrite dessous. Voilà. Et que d'une certaine façon, ce que j'allais écrire allait refermer plein de portes ouvertes par ton dessin. Ouais, mais en fait, oui et non, je trouve. Parce que finalement, comme ce que tu décris, c'est comme une aventure psychanalytique ou une aventure dans l'esprit du personnage, ça fait pas cet effet-là parce que l'action décrit quelque chose, les images décrivent une certaine suite d'événements, mais ce que tu décris, c'est comme à la fois de la métaphore, à la fois des sentiments, c'est comme, pour moi, ça ouvre beaucoup plus le sens, en fait, plutôt que le contraire. Parce que des fois, en plus, il y a un contraste entre ce qui est décrit dans le texte et ce que montrent les images. Oui, j'ai essayé de jouer là-dessus. C'est-à-dire, je savais à quel endroit j'avais cette chance. Mon micro fait des micro-coupures. Peut-être une histoire de pile. J'avais cette chance-là, c'est-à-dire que je savais exactement quel mot serait à quel endroit. Donc je me suis amusé parfois à m'éloigner complètement, et parfois tu dessines une fourmi, il y a le mot fourmi qui est là à cet endroit-là. C'est-à-dire parfois de revenir coller littéralement une illustration d'image. Oui. Mais tout à la fois, en écrivant le texte, je me disais que c'était un texte possible par rapport aux images. Il serait quand même totalement possible, ce livre,
tout le monde en achète des caisses, il est complètement épuisé. Il serait possible de réécrire une histoire complètement différente pour la réédition, tout en respectant malgré tout tes images. Tout comme je pense qu'à partir de mon texte, un illustrateur pourrait dessiner totalement autre chose. Dessinerait totalement autre chose. Et dessinerait forcément totalement autre chose. Ce qui était passionnant dans ce travail-là, c'est de se dire qu'il y a une lecture possible, celle de l'image, une lecture possible, celle du texte. Je raconte une anecdote, mais l'autre jour, j'ai lu le début de Samedi en bibliothèque, donc on ne projetait pas les images, je lisais juste le texte. Et il y a une dame au début qui me dit « Mais vous ne pouvez pas lire le texte d'une bande dessinée ?» Je lui dis « Si, restez assise, vous allez voir, ça va bien se passer. Ça se lit, je peux le lire à voix haute comme je lis en extrait d'un de mes romans, par exemple. » Donc il y a ces deux choses-là. Donc voilà, moi aussi, on fait beaucoup d'autosatisfaction là, mais je l'ai relu et je me dis que la rencontre des deux produit une troisième forme complètement singulière et c'est assez chouette quand même. Mais pour toi, ça a été difficile à faire? C'est passé comment? Tu as commencé par quoi? Pour moi, j'ai commencé, en fait, il y avait un truc qui m'a saisi vraiment. Ce personnage qui chasse quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de manger chez elle, tout ça, et puis elle la chasse. Parce qu'elle a besoin, à un moment, d'être absolument seule. Elle se prépare pour un long voyage. Elle ouvre un placard. Dans ce placard, elle déplace des objets, elle ouvre une trappe. Elle ne cherche pas cette trappe, elle ne tombe pas dessus par hasard. Elle sait parfaitement que cette trappe est là. Elle commence à descendre. Pour moi, c'était évident que quelqu'un avait quelque chose en elle. Elle vivait, ça n'accommodait plus ou moins, ça restait à la lisière de la conscience. Et il y a un moment, un événement qui fait qu'on a besoin d'affronter une sorte de démon intérieur, quelque chose qui est en nous. Voilà. Et pour moi, cette descente, ça serait une introspection. C'était absolument évident. Mais je ne savais pas comment te le dire. Mais c'est vraiment la première chose qui m'a frappé quand j'ai vu ton dessin. Et puis c'était formidable, cette descente sur des pages et des pages et des pages. On bouge le livre, parfois il faut vraiment le mettre à l'horizontale pour le lire. Enfin, on descend. C'était absolument formidable. Elle n'en finissait plus de descendre dans des strates d'elle-même, et à force de descendre, elle redécouvre des choses qu'elle avait complètement qu'elle avait complètement mises de côté. Enfin voilà, pour moi c'était une espèce d'évidence, ce qui me permettait pas encore d'écrire une histoire, mais j'avais besoin de t'en parler pour ça, vraiment. Oui, mais donc ça a été, je sais pas, juste la mécanique du nombre de signes, d'essayer de s'arrimer à certains moments à des dessins en particulier, tout ça, c'est quand même. Après, j'avais. Il y a comme une certaine précision. J'avais une double page, j'avais un double écran sur mon ordinateur, à l'horizontale. J'avais tes dessins, page par page, que je faisais défiler, que Frédéric m'avait envoyé. Et puis j'écrivais dessous, et en essayant de voir qu'est-ce qui va correspondre, etc. Avec des jolis défis. Parce que j'étais sur quelque chose de plutôt réaliste. À un moment, il y a un gigantesque alligator qui vient bouffer un personnage. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je peux faire de ça? Voilà. Parce qu'en fait, le défi, c'était, une fois que j'avais mon fil, c'était de le garder cohérent. Voilà. Ouais, et là, alors je regardais 5-6 pages. Bon, je savais où j'allais. J'avais quand même défini que ce cœur malade, qui est la métaphore de notre monde malade dans l'image, mais qui peut être la métaphore d'une difficulté qu'on peut avoir à aimer quelqu'un. Voilà, ce que moi j'avais vu dans tes dessins. Je savais que le but d'Alina, ça serait d'essayer de refaire battre son propre cœur, voilà, qu'elle accepte enfin d'être amoureuse. Mais il y avait plein de moments où je me suis creusé la tête. Il y avait des personnages, il y avait un homme qui la regardait, il y avait toute cette bande qu'elle va croiser, cette fille à qui elle donne un coup de tête et qui devient très présente à un moment. Et tout ça, ça crée une écriture vraiment à contrainte. Voilà, ça crée vraiment une écriture à contrainte très forte. J'avais jamais fait quelque chose d'aussi contraint d'une certaine façon. Et à la fois, la contrainte est hyper créative. Voilà. On peut partir très loin grâce à une contrainte, mais
Moi, j'ai mis 6 mois, j'ai pas mis 15 ans à écrire, sinon on serait pas là, encore une fois. Mais ça m'a quand même donné du fil à retordre, quoi. C'était compliqué parfois je pouvais pas ne pas voir qu'il y avait un crocodile sur une page, par exemple. Voilà. Tout comme tes animaux fantastiques qui sont apparus à un moment. Là, c'était un véritable cadeau. Par contre, eux, ils étaient absolument évidents. Les Peritiaux. Ouais. Parce qu'on avait une référence commune qui est un auteur. Du coup, tu me dis, j'ai été les chercher dans le livre des êtres imaginaires de Borges. Donc tu l'as trouvé. Et voilà. Et donc c'était évident pour moi. Borges est Georges Luis Borges, écrivain argentin, est une grande référence dans mon écriture depuis toujours. Ah ouais. Voilà. Et donc ça, c'était magnifique. Voilà. Et c'était ça faisait partie des cadeaux du travail aussi. Voilà. Quand tu m'as confirmé que c'était Borges, voilà. Là, c'était facile. Le crocodile a été compliqué quand même. Ton crocodile a été. Pourquoi tu as dessiné un crocodile? C'était Ne comme me réponds pas que c'est chouette à dessiner un crocodile. non, mais ça il doit être très n'y a chouette pas à qu'un dessiner un crocodile, crocodile. il y en a d'autres des animaux. Ouais, tu pourrais me demander pourquoi j'ai dessiné une plein immense d'animaux. salamandre rose ou des papillons. Il y a une tortue, il y a des oiseaux. Il y a quand même pas mal Il y a beaucoup d'animaux. créatures. Ouais. Alors pourquoi tu as dessiné beaucoup d'animaux, Christian? Pourquoi j'ai dessiné beaucoup d'animaux? J'ai dessiné beaucoup d'animaux, mais il y a beaucoup de gens qui se font manger, tu as remarqué? Oui. Il y a beaucoup comme d'interactions un peu carnivores. Pourquoi? C'est une bonne question. C'est un peu pour souligner le fait que l'humain fait partie de la grande chaîne alimentaire de la Terre, en fait. C'est vraiment pour ça là, qu'on est tous dans le même grand cycle, dans le même système. Puis, bien qu'on ait parfois l'impression de tout dominer, moi j'ai la conviction que c'est pas vrai du tout, en fait. Là. C'est un peu une espèce de vue de l'esprit des humains. Et c'est un peu pour souligner ça, en fait, là, qu'on est aussi, qu'on est à la fois prédateur et proie, d'une certaine manière. Moi, j'ai l'impression qu'en effet, plus on avance, plus on se rend compte qu'on ne domine pas grand-chose, en fait. Non. Et qu'on s'est laissé dominer par notre illusion de vouloir dominer les choses. Pour faire de la psychanalyse à l'échelle planétaire. Ouais. Les 3 dernières années nous l'ont prouvé aussi, là, que tout est très... qu'une particule qu'on peut dire vivante, mais c'est pas clair, peut tout chambouler. Là. C'est vrai que travailler sur une fable écologique, même si j'ai inséré cette psychanalyse amoureuse, mais travailler sur une fable écologique au début en deuxième partie de la crise Covid, et puis maintenant où en gros on ne sait pas si on va arriver à se chauffer cet hiver, c'était plutôt un beau cadeau d'écrire le texte à ce moment-là. Et vis-à-vis de toi, quand tu as commencé ce travail, c'était quand même une vision assez lucide du monde dans lequel on vit. Ça, je sais pas, mais c'est comme ça que ça s'est présenté. En tout cas, c'était alors, je ne sais pas s'il faut parler de message, parce que c'est plus subtil que ça, mais c'était quelque chose d'assez beau porté par tes images. Tant mieux. Je reviens sur le texte. À la base, toi, tu l'imaginais donc sans texte du tout, ce livre-là. Je ne sais pas si tu connais cet auteur américain qui s'appelle Lynn Ward, qui est Non, ça me dit rien. Il y a eu une réédition il n'y a pas longtemps en France, un très beau coffret de ses romans graphiques. C'est quelqu'un qui faisait des livres entre les deux guerres, qui était new-yorkais, et ce sont que des bois gravés. Et donc, il n'y a pas une parole, et c'est narratif. Ça raconte des histoires. D'accord. Ça raconte des histoires. Il a commencé dans l'entre-deux-guerres, il a continué après la Seconde Guerre mondiale. Il est mort, je crois de mémoire, il est mort à la fin des années 70 ou début des années 80. Il ne met pas un mot. Voilà. Et je me demandais si c'était quelque chose que tu avais regardé, la tradition du roman graphique muet, si c'était quelque chose vers laquelle tu t'étais tourné, que tu avais un peu exploré au moment où tu travaillais sur Samedi, avant de savoir que j'y collerais un texte. Non, mais j'ai très peu exploré ça. Encore une fois, c'est quelque chose qui est venu tout seul. Au départ, il y avait du texte dans cette histoire, il y avait des bulles, il y avait des phylactères. Puis tranquillement, tout est parti. Puis j'avais envie. Il y avait des bulles au début, tu en avais mis. Il y en a eu. Au tout début, il y en avait, ouais. Non, il y avait comme une forme de dialogue. Mais tranquillement, je trouvais que ça
que moins il y en avait, plus c'était intéressant, en fait, à mon sens. Mm. Puis finalement, voilà, on s'est retrouvé avec aucun texte, puis avec une narration, ou une sorte de texte, de sous-texte. Je ne sais pas comment le qualifier, en fait. Frédéric disait qu'il avait trouvé... parce que moi, je vais présenter donc, en bibliothèque il y a 15 jours. C'est toujours très compliqué de présenter le livre pour dire que je ne suis pas scénariste d'une bande dessinée, parce que les gens me disent vous êtes auteur, donc vous êtes le scénariste de la BD. Je ne suis pas scénariste de la BD. L'image existait avant mon texte. Et Frédéric, l'éditeur, disait que c'était la voix off d'Alina. On voyait Alina agir, et puis il y avait son monologue intérieur, et c'était sa voix off. Voilà. C'est peut-être une assez jolie façon. En tout cas, c'est assez compréhensible. Ça évite les longues périphrases. C'est une assez jolie façon de présenter le livre. Oui, tout à fait. Ben oui, c'est comme ça que je le conçois, en tout cas. C'est comme ça que je le vois. Est-ce que je voulais te poser d'autres questions? Je ne sais pas. Hop. Ouais, c'est pas mal. Ça fait quand même 40 minutes qu'on parle. On avait dit 45 minutes. On va bientôt prendre des questions dans la salle. Je dis ça parce qu'il va falloir que vous posiez des questions. Tes projets, tu as envie de repartir sur quelque chose comme ça? Là, j'ai comme divers trucs là, dans des cahiers, mais je ne sais pas du tout vers quoi je vais me diriger. J'ai aucune idée encore. Mais c'est bien, c'est le fun. Mais tout est ouvert encore. Puisque tu prends ta retraite, tu vas continuer à faire des livres, c'est ça? Ouais. Absolument. Ouais. Ouais. Okay. Ah ouais, non, c'est sûr. Ouais. Non, mais quoique là, maintenant, je peux comme mourir en paix parce que le livre est publié, le livre existe. C'est juste comme un soulagement immense. Tu peux survivre et faire d'autres livres, hein, tu sais, c'est pas mal. Je peux aussi faire ça. Ouais. Il y a 2 options devant moi. Ouais. Je sais pas, je me tourne directement vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je ne saurais pas quoi dire. Quelle est mon inspiration directement? Je sais pas. Cette idée-là, elle est vraiment. Ce livre-là, il est né d'un espèce de flash de quelqu'un qui. Je sais pas. D'abord, l'idée de quelqu'un qui va dans son garde-robe, qui ouvre une trappe et qui descend. Je sais pas pourquoi elle est comme restée en moi quand je l'ai dessinée. C'est comme rester là. Puis c'était tout de suite associé à l'idée d'aller comme au cœur de la Terre, en fait, d'aller au centre de la Terre, puis de descendre toujours plus loin. Et puis c'est un peu un souvenir d'enfance aussi, parce que j'allais me cacher dans le placard chez nous. Et il y avait comme... En fait, le placard qui est décrit dans le livre, c'est exactement le placard de mon enfance, là, où il y avait comme toutes sortes d'affaires. C'était comme un gros fouillis, mais c'était à la fois rassurant, parce que c'était comme un petit endroit, comme rassurant. Là, ça vient vraiment de là. Puis ensuite, toute l'histoire s'est brodée autour de ces 2 images-là, c'est-à-dire la trappe dans le placard, puis entre guillemets, le cœur de la Terre, là, si on veut. Du coup, ça m'inspire une question intermédiaire. Je vais reposer quelques questions intermédiaires. La question intermédiaire, c'est est-ce qu'à un moment aussi, dans cette volonté d'avancer, tu te donnes des paris graphiques. Tu te dis, tiens, je vais faire ça, mais je ne sais pas comment le faire, et je vais trouver le moyen de dessiner ça, de dessiner ce point précis. Est-ce qu'il y a un jeu avec toi-même aussi dans ce dessin? Ça, il y en a tout le temps, je crois, quand on dessine. Il y a toujours un défi. S'il n'y en a pas, je crois que c'est qu'on s'ennuie un peu, là. Donc, il y a toujours des choses... c'est agréable de dessiner des choses difficiles à dessiner. C'est toujours... c'est toujours, je sais pas, c'est très stimulant. Et donc, entre autres, il y a quelques trucs qui m'ont comme pas causé problème, mais qu'il a fallu que je réfléchisse longuement, là. Entre autres, cette pièce avec l'espèce d'étang qu'elle a un peu créé, là, avec des livres, des toiles et tout ça. Il y a une grande pièce à un moment donné dans le livre aussi. Il y a quelques-uns des grands espaces. C'était agréable parce qu'il fallait vraiment que je me casse un peu la tête, là. C'est plus difficile qu'un simple tunnel ou des trucs comme ça. Et non, ça, c'était un grand plaisir à dessiner, là. Tout ce qui est difficile est comme agréable à dessiner, je dirais. Ouais. Il y avait d'autres questions. Il y a des questions.
On a une question de Catherine Bierling qui est en ligne et elle voulait vous parler d'Alice au Pays des Merveilles. Est-ce qu'à un moment, ça vous a inspiré? Ben, pas directement, parce que je connais pas bien. Je connais pas bien Alice au Pays des Merveilles. Je le connais un peu, je l'ai feuilleté, j'ai lu des petits bouts. J'ai une vieille version anglaise que j'ai jamais complètement lue, mais en même temps qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours beaucoup attiré. Mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais lu véritablement. Mais c'est tellement dans notre folklore, puis c'est dans le bagage de notre culture. Ben, ma culture est très anglo-saxonne aussi, là, elle est française, mais très anglo-saxonne, là. Et donc, ça fait partie de mon inconscient. C'est évident que ça m'a influencé Alice au Pays des Merveilles, c'est évident. Et moi, j'ai envie de dire, et forcément, j'y ai pensé parce que son personnage ne chute pas, mais il descend. Mais j'ai toujours. Alors, j'ai lu Alice au Pays des Merveilles assez tard. J'avais 26, 27 ans. Et donc, j'ai vraiment pris Alice au Pays des Merveilles comme un récit psychanalytique également. Donc, tout va bien. Dans la même ligne, Mohamed, qui est en Tunisie, voudrait vraiment que vous évoquiez vos références respectives. Des grands noms comme ça. Nos références graphiques. Oui. Ben, c'est-à-dire pour moi, pour la bande dessinée. Ou toi, tu peux y aller, Eric. Tu veux que je commence? Alors, moi, j'ai découvert la littérature par le biais d'abord de la science-fiction et du fantastique. Vraiment, c'est la littérature de genre, quand j'étais adolescent, qui m'a donné envie de devenir écrivain. À ce moment-là, voilà, c'est des rencontres avec, pour le fantastique, des gens très très connus comme Stephen King ou les ancêtres Lovecraft, tout ça, qui m'ont vraiment marqué. Science-fiction, c'est l'âge d'or de la littérature, de la science-fiction anglo-saxonne. Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Ray Bradbury, tout ça, que Philippe K. Dick, un petit peu après, que j'ai lu. Et tout ça, ça m'a amené. Il y a eu des rencontres très importantes entre des auteurs qui utilisait le fantastique, ce fantastique-là, cette littérature de genre-là, non plus comme moyen en soi, mais comme métaphore de notre monde, pour en faire plus des fables. Et donc, on a cité Georges Louis Borges, mais je parlerai de Franz Kafka aussi, dont la rencontre avec son œuvre a été vraiment très importante. Et à côté de ça, il y a toute une... j'ai lu des auteurs français qui m'ont énormément marqué, des auteurs là, je reste sur mon adolescence et le début de ma jeunesse, parce que c'est là que se font les rencontres les plus frappantes, des choses qui vous marquent pour le restant de votre existence. Je pense à Albert Camus, par exemple, que j'ai découvert un peu grâce à l'éducation nationale, et un disque de The Cure, mais c'est tout à fait autre chose. Mais Camus, avec la manière dont certains personnages sont parfois agis par leurs actes, qui ne sont pas anticipés, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué par la suite dans ma manière d'écrire. Ouais, dans mon cas... Dans mon cas, c'est en fait des trucs assez classiques là, qui m'ont poussé vers la bande dessinée, c'est-à-dire toute la BD franco-belge, là, Tintin, Gaston, Blake et Mortimer. J'ai toujours été fasciné par un peu l'abstraction dans le dessin, c'est-à-dire la simplification du dessin, un peu ce qu'on appelle la ligne claire, là, où vraiment les choses sont presque symbolisées tellement elles sont simplifiées. Les couleurs en aplat, ça m'a toujours fasciné. Enfin, c'est comme un monde, l'idée d'un monde un peu parfait là, de la bande dessinée franco-belge. J'ai toujours adoré ça. Et puis plus tard, il y a eu d'autres, évidemment, d'autres classiques, Bilal, Mobius et tout ça, qui m'ont beaucoup marqué par la prouesse graphique aussi, par exemple quelqu'un comme Jean Giraud. Et puis sinon, il y a toutes sortes de peintres aussi, là, toutes sortes de peintres autrichiens, Schiele et tout ça, qui m'ont beaucoup marqué. Et des peintres américains aussi, comme Andrew Wyatt. Et la virtuosité dans le dessin m'attire beaucoup, là, me fascine. Et ouais, voilà. Moebius, j'y ai pensé en voyant tes images la première fois, par exemple. Je me Ah suis ouais. dit, tiens, ce garçon a regardé Moebius à un moment ou à un autre. Ouais. Pourtant, ça en est très très loin. Mais il y avait quelque loin, chose qui m'a dit que des fois on discerne parfois, ou parfois on se trompe, hein, mais des choses que l'autre a eues sous les yeux à un moment ou à un autre. Ah oui, c'est clair, c'est sûr.
Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça parce que j'étais un petit peu avec retard, mais je voudrais savoir pourquoi cet livre a mis 20 ans pour être Pas 20 ans. libéralisé. Pas 20 ans. Pas 20 ans. Ok. J'ai déjà assez honte. Non, pourquoi ça a été si long? Parce que je travaillais, parce que j'étais pas particulièrement peut-être méthodique ou discipliné, parce que j'avais 2 enfants qui couraient, parce que c'est surtout le travail, en fait. C'est tout mon travail d'illustrateur commercial qui m'a occupé. Et aussi juste je pense un manque de structure, on pourrait dire, d'une certaine façon. Là. J'avais aussi personne qui me poussait dans le derrière pour finir, quoi. Donc je pouvais prendre mon temps, et je prenais mon temps, malheureusement. Mais le prochain va aller beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup plus vite. Ouais, c'est garanti. Merci. C'est la première fois que je vois ce format, peut-être c'est moi qui n'ai pas bien informé, mais il me paraît très original. Comment vous êtes arrivé à ce choix? Le format italien, bon, on en a parlé un peu au début, Oui, mais c'est vraiment le format qui s'est imposé dû à l'histoire, en fait, parce que l'histoire est très, très linéaire. C'est comme, c'est une poursuite, en fait. Moi, ce que j'ai dessiné, c'est une poursuite, c'est un livre d'action, presque. Et donc ça correspondait complètement à la forme du récit et au lieu dans lequel se déroule le récit, parce que le récit se déroule dans des tunnels, finalement. Donc, on se déplace de gauche à droite, comme dans la lecture d'un livre. Donc, je trouvais que ça correspondait parfaitement. Puis, en fait, la bande dessinée, c'est de la bande dessinée, c'est une bande. En fait, presque toutes les bandes dessinées pourraient être découpées et placées sur une longue bande, si on voulait. On pourrait prendre les albums de Tintin ou n'importe quelle bande dessinée, puis tout coller dans une seule bande. C'est très linéaire, c'est presque cinématographique, on peut dire, la bande dessinée. Là. Le seul autre livre que j'ai dans ma bibliothèque qui est à ce format-là, c'est La tapisserie de Bayeux. Voilà, c'est un livre d'art sur la tapisserie de Bayeux qui est reproduite comme ça, et on voit toutes les guerres décrites les unes après les autres dans cette avancée-là. De Bayeux. Ma mère m'a amené voir la tapisserie de Bayeux quand j'avais 15 ans. Puis ça m'a marqué. Ça, c'est une autre référence qui a été marquante pour moi. Là. Parce que c'est très fin. Vous auriez pu le faire aussi vertical à ce moment-là, comme ça, un tunnel. Elle descend à un moment. Je suis en train de voir qu'elle descend. Ouais, mais il y a plus de mouvements horizontaux que verticaux. Puis lire un livre à la verticale, mais c'est drôle parce que j'y ai pensé. Je me suis dit, peut-être que je pourrais faire le prochain à la verticale. À la verticale, voilà. Je ne vais faire que des formats qui vont embêter mes éditeurs. Non, exactement. Et les libraires. Ouais, parce qu'un des projets que j'ai en tête, c'est un truc qui tourne autour d'un phare, en fait. Et donc, c'est ça, évidemment un objet très vertical. Je me suis dit, ça pourrait être vertical. En tout cas, on verra. Vivement l'innovation. Comment? Vivement l'innovation, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, je ne sais pas pourquoi on devrait rester pris dans le format traditionnel, mais bon, il y a des raisons qui sont bonnes aussi. Les étagères. Ok, merci. D'autres questions? On a tout dit, oui. Alors, il va falloir parler dans le micro pour que les gens vous entendent. Parce qu'en fait, là, nous sommes en direct un peu partout dans le monde. Voilà. Non, Merci. je voulais simplement savoir pourquoi pas édité à Montréal. Il n'y a pas d'éditeur de BD? Non, encore une fois, c'est juste. J'avais commencé à envoyer mon petit dossier à quelques éditeurs montréalais qui m'ont comme vaguement répondu, voire pas répondu. Mais de toute façon, j'en étais au tout début ce que je présentais n'était pas encore très, peut-être pas convaincant encore. Et puis j'avais cette idée je sais pas pourquoi, cette idée que les Japonais pourraient être intéressés par cette histoire. Et donc, j'avais commencé à l'envoyer là-bas. Puis en même temps, en fait, c'est que 2 éditeurs m'ont répondu en même temps, c'est-à-dire Frédéric et un éditeur de Montréal qui s'appelle Moelle Graphique. Et donc, en fait, il se trouve que ce livre-là est en fait une sorte de coédition entre un éditeur du Québec et Patayo, en fait. Donc, c'est une sorte de coédition. Et le livre est sorti dans les 2 pays en même temps, avec juste une couverture différente. Voilà. D'ailleurs, j'aurais dû apporter l'autre édition. La couverture est totalement différente. Ça donne vraiment une autre
une autre idée du contenu et du livre. C'est assez Et intéressant. pourquoi la couverture est différente? Pourquoi la couverture est différente? Parce que je pense que Julien, c'est-à-dire l'éditeur québécois, voulait un produit comme distinctif, voulait son propre produit, j'imagine, son propre livre. Et donc, il m'a demandé de dessiner une couverture, comment je l'imaginais. Et donc, je lui ai proposé ma couverture qui est complètement différente de celle-là. Et c'est presque écologique en fait. C'est plutôt pas mal d'avoir un livre français fabriqué en France et un livre canadien fabriqué au Canada. Non, mais les pas deux, mal, ouais. non, les deux. Les deux sont fabriqués au même endroit. Zut. Les deux ont été imprimés en Lituanie. En fait. D'accord. Zut. Oups. On coupera en montage. Je me disais que c'était bien. Bon, tant pis. C'est écologique. Oui. Alors c'est pareil. La punition, c'est de parler dans le micro. Voilà. Pourquoi certaines choses sont en blanc et noir et autres en couleur? Il y a des comment dire, il y a des considérations juste simplement de communication, c'est-à-dire qu'il y a certains éléments que je voulais voir ressortir vraiment pour qu'on les remarque, pour que le lecteur puisse suivre vraiment ce qui se passe de façon claire. Puis ensuite, au fur et à mesure que le livre progresse, il y a de plus en plus de couleurs. Parce que pour moi, il y a comme un retour de quelque chose de plus vivant, il y a comme un retour de la vie, si on veut, dans le livre. Donc, forcément, un retour de la couleur, à la fois du vert et de toutes sortes de couleurs, quoi. Est-ce que l'histoire de l'écrivain est totalement d'accord avec votre design, votre image, ou vous voulez changer quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que je suis d'accord avec l'histoire qu'il raconte? Oui. Non, je suis absolument pas d'accord. Mais c'est ça qui est intéressant en fait. C'est ça qui rend le livre intéressant. Au sens où moi, j'ai jamais pensé à ça en dessinant mon histoire. Mais la raison pour laquelle le livre, selon moi, est intéressant, c'est que justement, il y a comme un ajout de sens à tout ça. Et si Eric s'était contenté de décrire ce qui est vu dans les images, ça n'aurait pas été intéressant. Ça n'aurait pas valu la peine. Ça n'aurait servi à rien, en fait. Dans les deux sens, hein, c'est le danger de l'illustration. J'ai fait. Alors c'est la première fois que je travaille avec un auteur de. On est dans le cadre de la bande dessinée, mais j'ai fait des livres avec des artistes, plutôt des plasticiens. Et si le plasticien, dans les trois sens, c'est-à-dire que parfois mon texte existait et un plasticien a fait des images à partir du texte. Parfois j'avais un corpus d'images et j'écrivais un texte comme là, à partir des œuvres du plasticien. Et parfois, on a travaillé ensemble, ce qui est encore une autre chose, en ping-pong, en s'envoyant des images au fur et à mesure, des textes au fur et à mesure. Mais l'idée, toujours, c'est si l'un commence à illustrer l'autre, ça vaut pas le coup. Ça sert à rien de redire deux fois la même chose avec deux arts différents. Et donc, l'idée, c'est toujours ça, c'est que les images tiennent parce qu'elles sont fortes en tant qu'images. Le texte est autonome et peut se lire en tant que tel. Et ensuite, la rencontre des deux produit une troisième forme qui fait que les deux s'enrichissent mutuellement. Voilà. Oui, moi, c'était toute la difficulté, en tout cas lors de l'écriture, de respecter scrupuleusement quand il fait venir un crocodile ou un serpent ou un oiseau, voilà. Respecter scrupuleusement ces moments-là, mais tout en évitant d'illustrer ce qu'on peut voir. Voilà. Et c'est quand même un peu de travail. Hein. J'imagine. Non, mais c'est un tour de force, en fait. Sinon, moi j'ai une question. Chaque fois que quand j'écris aussi des romans pour la jeunesse, et donc je vais dans les classes, et les collégiens et les lycéens me disent toujours: est-ce que vous allez faire le 2 ? Est-ce que vous allez faire une suite ? Et je me demandais si Alina... Faire dimanche. Est-ce que... Non, moi je pensais pas trop au dimanche, je pensais plutôt à Alina que tu as quand même... tu as vécu avec elle pendant au moins 16 ans, tu vois, dans tes dessins, tout ça. Est-ce que tu vas arriver à l'abandonner ? C'est une très bonne question. Ouais. J'ai l'impression qu'elle va revenir dans le prochain livre, en fait. Ouais. C'est à voir, là, mais c'est une très bonne question. Je me suis posé la question cette semaine. Je me disais, ce serait quand même dommage de pas la garder. Ouais. On verra.
C'est une jolie fin, ça. On a fait le tour. Et on a fait le tour. On a fait le tour, on termine là-dessus. Bon, ben, je vous remercie. Christian, Eric, merci beaucoup pour cette rencontre. Merci Merci à tous. pour l'invitation aussi.